Radio Berthoud, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Berthoud. Nous sommes en direct de Oberndorf sur Neckar, lieu culte pour tous les amateurs d'armes puisque c'est l'usine de Mauser et également des Clermont-Corps, plus quelques autres petites saloperies genre Feinwerkbau. Bref, nous sommes aujourd'hui en déplacement avec Monsieur Pretoria. Bonjour. Monsieur Rangoon. Bonjour. Monsieur Sinaloa. Bonjour. Et moi-même, Monsieur Abidjan. Notre visite dans cette charmante ville était axée aujourd'hui sur la visite du musée Schwedenbau, qui comprend en grande partie des archives, une présentation de la production des fabrications Mauser, des frères Mauser, et un tout petit peu des Clermont-Corps sur environ, je suis pas très bon en maths, 3 siècles 1800, 1900, oui, 21, 3 siècles. Depuis la fondation de l'arsenal royal de Württemberg jusqu'à aujourd'hui, l'usine qui est toujours fonctionnelle des Clermont-Corps, qui se trouve étonnamment rue Clermont-Corps, sur les hauteurs de la ville. Yeah, when you're getting your ass kicked and you're on the ground getting your ass handed to you, okay? Even at my age, with all my busted up shit, I'll carry an ankle gun, because if they're on top of me, I get the freaking gun out, okay? And if it's a revolver, I intentionally put it against them because the wound channel is 1/3 to 1/4 more dynamic. Now, you will have to take a shower, because there's going to be overspray. Radio Berthoud, c'est aussi l'appréciation des choses de la vie les plus raffinées. Monsieur Pretoria, qu'est-ce que vous avez pensé, alors sans rentrer dans les détails pour l'instant, mais qu'elle a été votre première impression de ce musée qui est relativement petit en fait? La chose qui est assez intéressante, c'est qu'on a eu la possibilité d'avoir une visite guidée, une visite guidée par un ancien, une personne qui est maintenant à la retraite de chez Clermont-Corps. Je laisse le loisir à monsieur Rangoon de développer ce point un petit peu plus tard, s'il le souhaite. Et effectivement, c'est un musée de taille modeste, mais très très intéressant, avec une bonne alternance de choses modernes, anciennes, et parfois des choses un petit peu insolites qu'on ne savait pas nécessairement sur l'histoire de Mauser, ou justement de l'existence antérieure d'une manufacture d'armes en réalité. Donc c'était une petite visite très très intéressante, avec quelques petites surprises au détour. Parfait, monsieur Sinaloa, cessez de faire votre zoomer et lâchez votre natel. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite du musée? J'ai trouvé que cette visite était hyper intéressante. Le musée a énormément de pièces qui sont... Vous voulez dire les pièces qui constituent un HKG11? C'est ça, par énorme que vous entendez. Alors oui, par exemple, mais le celle HKG11, du C96. Et celle du C96. Et maintenant, le jeu, c'est de jeter en l'air un bucket, un seau de pièces de C96 et d'HKG11 et d'essayer de refaire un troisième flingue avec. Alors, qui tirait de la 762 par 25. Par 25. 763 par 25 plutôt.
Oui, 763 par 25. Par 25, ouais. mais caseless. KSS, Oui. voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Avec le plaisir de démonter et surtout de remonter l'arme du Mauser C96, bien sûr. Alors si je reprends votre question et l'idée que je voulais développer, moi j'ai beaucoup aimé ce musée car il est divisé en différentes pièces qui sont historiques et qui permettent de voir le déroulé de cette fabrique et puis de ses fondateurs au fil des siècles. Chaque pièce est extrêmement intéressante et documentée avec une grande variété d'armes. Alors, plein de choses m'ont plu, mais je peux peut-être partager l'explication des différentes commissions étrangères qui venaient tester des armes à l'époque, avec des photos d'une très grande beauté et de très bon goût. J'ai aussi beaucoup apprécié l'aspect pédagogique qui est celui du processus de pliage de la tôle tel qu'il est exposé dans le musée. On voit vraiment l'évolution du Becker, je crois que c'est ça le terme, à travers les différents processus de pli et qui finalement forment ces formes qu'on connaît si bien. Alors là, je pense que les gens sont complètement perdus. Il faut dire qu'en fait, on parle des différents processus de l'estampage de l'HKG3. Mais la tôle emboutie, le pliage de la tôle. Oui, mais là, un peu vite en besoin je pense que vous n'avez pas donné assez de contexte, mais c'est pas très grave. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore débranché leur poste de TSF, sachez que M. Sinaloa parlait des différents processus, des différentes étapes du processus de création d'un G3, le fusil préféré des enfants. Radio Berthoud, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites. Monsieur Rangoon, vous, quelle était votre première impression Ma première impression, c'est une impression chaleureuse. On peut croire que le sud de l'Allemagne, c'est un monde froid. Et puis finalement, ça a déjà été extrêmement bien reçu. Qui plus est, par quelqu'un qui a 40 ans de maison. Donc quand vous avez quelqu'un comme ça qui prend... cette personne en l'occurrence m'avait promis une présentation de 1 heure, et puis on a eu cette chance que ça a finalement duré pratiquement 3 heures. Donc il y a eu un échange des deux côtés. Et en fait, quand vous avez cette chance, pas vraiment d'autre façon de le dire, d'avoir quelqu'un qui vous parle avec autant d'expérience, en fait, la visite, elle se retrouve agrémentée de toutes sortes d'anecdotes, beaucoup qui sont cocasses, et surtout énormément de petites histoires qu'en fait, on ne peut lire nulle part. Et ça, je dirais que ça fait toute la valeur de cette visite, peut-être même plus encore, en fait, je dirais que les pièces en elles-mêmes. Donc, si je dois recommander ce musée, je conseille surtout de prendre contact avec eux et puis d'organiser cette visite parce qu'elle en vaut vraiment, vraiment la chandelle. Ça me semble très clair. Moi également, je tiens d'abord à remercier au nom de tous, j'imagine, Monsieur W qui nous a accompagnés lors de cette visite, qui nous a fait partager sa science colossale. Il faut être très clair, ça reste un petit musée. Moi j'ai été un peu effrayé au départ en me disant qu'on allait faire le tour en 1 demi-heure et puis ce serait bâché en voyant des pièces finalement qu'on voit un peu partout. Non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Il y a moyen, nous on a passé environ 2h30. Pratiquement 3 heures. Ouais, pratiquement 3 heures. Et alors c'est clair qu'au début, je pense que chacun trouvera... toute personne intéressée par les armes à feu trouvera une forme d'intérêt, puisqu'il y a différentes périodes. Les gens qui sont amateurs d'armes, on va dire antiques, d'armes à percussion, d'armes à silex, etc., auront
je dirais pas que c'est la part du lion de la collection, mais il y a quand même une très très belle collection de ces armes préliminaires, on va dire celles qui ont été fabriquées à l'époque de l'Arsenal Royal, mais toute la partie évidemment des armes Mauser est très importante. Et pour les amateurs d'armes modernes, il y a tout un rayon éclairant de corps. Puis pour les amateurs de Sportgeräte, il y a même un mur qui leur est consacré, sur lequel ils pourront trouver leur 4,5 à air comprimé favori. Le mur de la honte. Le mur de la honte. Le mur de la honte, tout de suite les grands mots. Ah, les grands mots. Tout de suite les grands mots. Non, le mur de la honte est tombé en 1989. Il faut s'en rappeler. Nous sommes en Allemagne après tout. Et c'est très important d'être inclusif. Et ouvert d'esprit. Et ouvert d'esprit, et ne pas oublier qu'il y a des gens que nous ne comprenons pas, ça c'est sûr, mais qui aiment les Sportgeräte. Et on reviendra en face. Ma foi. Monsieur Prétariat, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce musée, quelque chose que vous avez appris, qui vous a... Vous veniez pur et innocent comme l'agneau qui vient de naître, et vous arrivez dans ce musée et vous allez repartir avec quelque chose que vous venez d'apprendre. Alors, quelque chose que j'ai vraiment appris dans un domaine où finalement j'ai pas vraiment d'intérêt, donc j'ai pas eu le loisir d'approfondir, c'est la première évolution vers le fusil d'infanterie moderne, qui est le fusil à aiguille Dreis. Et là, la chose que j'ai appris, c'est que en fait, l'action, le verrou n'était pas spécialement étanche, et on avait l'avantage de pouvoir tirer rapidement avec ses armes. Par contre, le tireur devait déporter la tête, détourner le regard pour éviter de prendre des projections en provenance de la culasse. Un autre point assez surprenant, respectivement c'est la conséquence de cette solution technique, c'est que les aiguilles avaient une durée de vie relativement courte, et sur une action de champ de bataille, chaque tireur avait 2 aiguilles supplémentaires, puisqu'elles se cassaient ou se déformaient ou se détruisaient assez rapidement. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ça me fait quelque part penser à une approche... Non, oui, mais plutôt les pistolets mitrailleurs, respectivement, être prêt à sacrifier de la précision pour avoir une cadence plus rapide par rapport aux armes à chargement par la bouche, qui étaient à cette époque, bien que surprenant, plus précises, parce que justement le tireur au mousquet ne devait pas détourner le regard. Par contre, elles étaient beaucoup plus lentes à tirer, puisqu'il fallait recharger. Un autre dernier point qui était assez intéressant, c'est que ces fusils Dreis donnaient la possibilité de recharger en étant couché, alors que tout ce qui était mousquet, il fallait se mettre à genoux. Donc le tireur restait exposé au feu ennemi, en tout cas donnait une cible beaucoup plus grande. Donc voilà, ça c'est vraiment le point que j'ai appris, que vraiment je ne connaissais pas, et que je trouvais ça très très intéressant. C'est juste. Moi je dois avouer que pendant assez longtemps, dans ma jeunesse, j'entends, j'ai pensé que les fusils à aiguilles c'était comme les pistolets sous-marins de HK, donc des pistolets qui lançaient des aiguilles. Fascinant. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on aurait pu voir cette... C'est juste, nous n'avons pas le droit aux pistolets sous-marins. Il n'était pas exposé, en tout cas pas aujourd'hui. Peut-être que c'est toujours plus ou moins classifié, sait-on jamais. Je ne sais pas, il aurait fallu poser la question à Monsieur W. Monsieur Rangoon, quelle est la chose que vous avez apprise aujourd'hui? Alors moi, ce avec quoi je repars, c'est... J'ai toujours été certain que le HKG11, c'était un développement mort-né, ou plutôt inachevé et inachevable. Je pensais que c'est quelque chose qui avait capoté essentiellement parce que ça se confrontait à des contraintes irrésolvables. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui, en fait, a une expérience de tir avec. Parce que ce monsieur qui nous a accompagnés le long de la visite était un commercial de HK, et donc, comme il le disait lui-même, commercial, ça ne doit pas juste montrer
que ça est capable de débiter, comme il disait lui-même, du bullshit devant un client, mais également capable de manier le produit qu'il souhaite vendre. Et donc, son expérience de tir qu'il partage avec nous, d'abord, il nous a permis d'y mettre des adjectifs, de le décrire. C'est très peu courant de rencontrer quelqu'un qui est allé au-delà de la manipulation, qui a vraiment passé la détente. Mais surtout, il a confirmé qu'en fait, c'était un produit qui était pratiquement fini, de ce que j'ai compris. Qu'effectivement, ça offrait une gère de 3 coups à 100 mètres qui était tout à fait acceptable du point de vue de ce qui était demandé. Et une fiabilité également correcte, une fois la munition. Je vous interromps parce que l'intérêt, c'est si je reviens un peu en arrière, le cahier des charges de cette arme qui a été conçu, le cahier des charges a été développé dès 1968, ce qui est, j'étais très surpris de ça, c'était d'augmenter de 100% la probabilité de toucher au premier coup à 100 mètres. Voilà. C'est quand même très très pointu. C'est extrêmement pointu, oui. Et pour y arriver, les ingénieurs ont développé une solution qui était de tirer une rafale de 3 coups. Mais pour parvenir au résultat, il fallait une rafale de 3 coups à plus de 2000 coups minute. Et c'est absolument impossible de le faire avec de la munition à étui. Puisque la phase d'éjection prend trop de temps. Mm-hmm. Et d'où le développement d'une cartouche sans étui, caseless, qui va donc complexifier énormément tout le processus. Il nous a expliqué le processus de création de l'explosif, de son sourçage, etc., etc. Tout ça pour revenir à votre point, qui était... Qu'en fait, finalement, c'est la fin de la guerre froide qui a mis un terme. Ah oui, comme disait Monsieur W, And au then, moment la paix a explosé. Peace broke out. Et ça, visiblement, le ciel lui est tombé sur la tête. Alors là, malheureusement, je me suis senti presque une larme à l'œil pour lui. Mais enfin, par malheur, est-ce que c'est un malheur, je ne sais pas, mais ça a mené au fusil qui était présenté juste en dessous dans la vitrine, qui est le G36. C'est vrai que l'histoire d'HK est bourrée de moments où, dans un monde parallèle, des choses auraient pu évoluer complètement différemment. HK aurait pu être français, la Bundeswehr pourrait être en train de remplacer son G11 par une arme encore plus complexe, Exactement. qui tire des lasers par exemple, pour pouvoir éliminer les soviétiques. Il y a peu de chance, parce que pour pouvoir faire des lasers, il faut des centrales nucléaires. Ah mais on est dans un monde justement où il y aurait peut-être plus encore des centrales nucléaires et non pas des éoliennes arrêtées et du gaz russe qui n'arrive plus. Radio Berthaud, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites. Monsieur Sinaloa, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Alors moi, quelque chose qui m'a marqué, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est les méthodes anciennes, si je peux me permettre, pour la fabrication des canons à travers cette presse qui est exposée dans le musée et qui explique de façon assez pédagogique et assez simple le processus pour fabriquer un canon de muzzleloader, de mosquet de l'époque. J'ai aussi été touché par l'évolution de la région à travers l'industrie de l'armement. Et c'est une histoire qui est extrêmement longue, qui va du choix du terrain à l'époque de la fondation de la fabrique royale jusqu'au retour de ces ingénieurs allemands qui étaient des Obendorfers, et M. W nous l'a rappelé avec fierté, qui reviennent après de longs séjours en France et en Espagne pour ouvrir la fabrique Heckler & Koch. J'ai aussi découvert qu'il y avait plus de liens entre Mauser et Heckler & Koch que ce que je pouvais en fait soupçonner. Je n'avais jamais saisi l'ampleur de cet aspect régional.
Le musée est très varié, donc je pourrais continuer à parler des heures de ce que j'ai trouvé intéressant, mais je peux peut-être ouvrir une petite parenthèse sur un objet absolument insolite qui est exposé dans le musée. C'est dans le volet véhicule de la fabrique Mauser, et c'est une moto qui n'en est pas une car elle déploie en mouvement 2 autres roues, donc elle devient de facto une sorte de voiture avec des roues qui se replient. C'est pas l'ancêtre d'une moto urbaine BMW qui avait. Une C1, oui. Ah, ça voilà, peut beaucoup c'est fait la penser à- C1, voilà, exactement. En fait, nous avons découvert. De contemplation lors de la visite de ce musée, très clairement. Alors, oui, contemplation, mais c'est aussi un certain scepticisme par rapport au concept, hein, soyons honnêtes. On est bien C'est d'accord. vrai que, On est bien vu d'accord. de loin, on pourrait s'y méprendre, croire qu'en fait c'est une sorte de tuk-tuk indien qui est arrivé par accident à bord. Ou carrément un véhicule tiré d'un film de Tim Burton ou tiré d'un univers un peu loufoque. Une espèce de mélange entre du steampunk et du Feinwerkbau. En tout cas, nous avons pu noter que M. Abidjan a immédiatement pensé militariser ce véhicule et en faire un technical à 2 roues. En technical Vous avec. lui posez un canon Non, Mauser. non, ça c'est faux. Par contre, j'ai immédiatement pensé, en voyant le canon sans recul qui était exposé à côté des mitrailleuses d'aviation, au fameux Vespa De l'armée TAP, française. donc cette espèce de scooter, de mobilette, équipé d'un canon sans recul de 75 mm, si je dis pas de bêtises, et qui est un des engins les plus drôles qui a jamais été déployé sur un champ de bataille, à mon avis. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre d'un retour à la mobilité douce, la réintroduction du Vespa TAP serait, oui, complètement à l'ordre du jour. Moi, si je devais retenir une seule chose en fait, c'est même pas que je l'ai appris, c'est que je n'y avais jamais pensé, tout simplement. Ces 2 exemples qui étaient présentés dans le cadre du musée, dans 2 guerres différentes, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, ce sont des exemples de développement de produits hyper rapides. Donc le premier c'est le Tankbüchse, le pistolet, le fusil anti-char de la Mauser en calibre 13 mm, qui a été développé en 4 mois pour répondre à l'irruption des tanks, des chars, sur le champ de bataille à Cambrai, de mémoire. Il me semble que Cambrai a été évoqué à un moment, j'imagine qu'il y a dû y avoir une grosse bataille de chars là-bas. C'est un projet complètement débile, une arme absolument idiote, beaucoup trop lourde, beaucoup trop violente, avec une efficacité assez modérée de ce que j'ai pu comprendre. Mais c'est une arme qui a été balancée sur le champ de bataille en 4 mois à partir du moment où on a décidé qu'il y avait un problème. Et vous voyez, finalement, c'est une bonne chose qu'elle soit arrivée si vite à la Ça, on a pu production, la jeter. puisque c'est une arme qui est devenue obsolète également extrêmement rapidement. C'est juste, c'est juste. Et l'autre exemple, c'était beaucoup plus intéressant, c'était un canon anti-aérien, si je dis pas de bêtises, qui aurait été développé pareil en quelques mois par un seul individu. J'ai suivi ça d'assez loin, mais je trouvais l'exemple intéressant en parallèle des 2 guerres mondiales. Donc un chef de projet qui a développé une arme de A à Z, y compris la production, et qui a été capable de le mettre sur le marché, entre guillemets, en tout cas de le donner à ses clients de manière extrêmement rapide, extrêmement efficace, alors que si ça avait été une arme de collectif, une arme qu'on appelle ça, de comité, elle n'aurait pas forcément été bien meilleure, mais surtout elle aurait peut-être mis 2 ans de plus pour être mise en fonction. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. On se moque souvent des Allemands pour leur côté casque à boulon et leur manque de fantaisie, mais malgré tout, il leur arrive d'être capable de sortir de la boîte, de sortir des sentiers battus et de proposer des choses de manière rapide, efficace, avec plus ou moins de succès, ça c'est un autre problème. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant, cet aspect de Mauser qu'on voit un peu comme un immense conglomérat
mais qui est avant tout une boîte d'ingénieurs, puisque les deux frères qui l'ont, Paul et William, c'est ça, Guillaume, Wilhelm, étaient des ingénieurs avant tout, d'où leur insuccès en tant que des bons ingénieurs de piètres commerciaux, on va dire, pour résumer les débuts de la Mauserwerke. Alors bon, concernant la réactivité ou l'ingéniosité ou la créativité, il y a aussi un très très bon exemple qui date des frères Mauser, respectivement de Paul. C'est le développement du Mauser C96 qui a été fait initialement dans le dos du propriétaire, puisque lui-même était sceptique par rapport au concept même de pistolet semi-automatique. Donc on peut voir que sous cette rigueur et cette inertie qu'on pourrait qualifier de germanique, il y a quand même des fois des grosses poussées de dissidence et de gros excès de créativité. Non, c'est sûr, c'est une entreprise finalement. Si on retenait des produits phares, on aurait évidemment le Mauser 71, le Mauser 98, le C96. D'ailleurs, le nom même est assez intéressant. Ça c'est aussi quelque chose que j'ignorais, c'est que le C désigne un modèle, mais un modèle non militaire, parce que si ça avait été une arme militaire, elle se serait appelée M96. Parce que, oui, ça aussi, c'est des petites anecdotes, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'elle est croustillante, mais je trouve ça assez rigolo. Il y a le 1914, évidemment, toujours en pistolet. Après, il y a évidemment les productions de Parabellum et puis de B38, mais le HSC qui vient après. J'en oublie. Vraiment des armes mythiques. En pistolet mitrailleur, ils n'ont pas grand chose d'intéressant. Non. Voilà, fusil moderne, il y a le G43. Alors, G43, c'est Walther. Ah, c'est Walther, ok. C'est Walther. Non, c'est vrai qu'ils ont cette abomination frankensteinienne du G41, l'arme semi-automatique à verrou. En fait, c'est le Space 12, mais avec 8 ans en avance. Alors, pour clarifier les choses, en fait, le Gewehr 41M Mauser, opposé au Gewehr 41W de chez Walther, cette composante de navette spatiale, de complexité de navette spatiale, etc., est due en fait à l'ambiguïté même des spécifications édictées par la Wehrmacht, qui voulait que l'arme semi-automatique conserve la possibilité d'être actionnée manuellement à la manière d'un Mauser 98 corps. Et donc, en fait, il y avait également l'autre spécification, qu'il ne devait pas y avoir de forure pour l'empreinte gaz, parce qu'à l'époque... Oui, l'empreinte... Dans le canon, pour faire l'empreinte gaz, à cause d'une potentielle érosion excessive, etc. Et donc en fait, ils avaient le système d'empreinte gaz à la bouche. Et en fait, cette composante frankensteinesque vient du fait de cette ambiguïté même. Et Mauser a voulu suivre à la lettre les spécifications, alors que Walther, plus pragmatique, on dit wow, visiblement ça a été fait par des bureaucrates qui ne connaissent rien aux armes, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont édicté, c'est pas possible, on va carrément ignorer l'affaire, et on va faire quelque chose qui a fonctionné un petit peu mieux. Ce qui a donné ensuite par la suite le Gewehr 43, qui, il faut bien le dire, est quand même assez fragile. Et je ne sais plus lequel des fabricants, mais il y avait un fabricant, c'était fait par des déportés. Donc il y a encore une composante un petit peu... Mais est-ce que vous allez réussir à assumer cet héritage de votre futur HKSL6 ? Ce n'est pas mon futur HKSL6, vous savez, je pense que j'ai tiré une croix dessus après avoir vu autant d'armes et un héritage militaire bien plus présent.
SL6, malheureusement, je crains qu'elle devra attendre. C'est bien dommage parce que in SL6 DO. Tout à fait, oui. On la comprend dans ta chaîne. Non, mais attendez, je réfléchis. Est-ce que vraiment vous me faites penser à ce que je joue, c'était SL6 ou pas? Je sais, j'ai un permis ouvert actuellement. Il suffit que je tape un email, j'écris Yagna ou Ja, ich möchte, et c'est parti. Et puis vous avez un OSP, un SL6 et un Jericho. Et je croyais pas, je n'aurais pas cru un jour aimer à nouveau les armes avec leur encore. Même, je crois que c'est plus fort que moi finalement. Vous pouvez toujours faire une affaire avec cette SL6. Aujourd'hui j'ai vu un HKP9 gravé, franchement, c'est un niveau de swag qui est tellement haut que... Alors, dans la composante des armes gravées, le plus beau, pour moi en tout cas, reste quand même ce C96, plaquette ivoire gravée, gravée, absolument magnifique. Alors, c'est normalement pas mon style, mais comment ne pas être sensible à la beauté en voyant de telles armes? Bon, il y avait quand même un P08 d'artillerie avec un bois absolument magnifique, incrusté de nacre, qui était de toute beauté, aussi, très clair. Mais moi qui d'habitude suis attiré par les armes de patron de bordel, là j'avoue que j'ai été plus attiré vers des choses un peu plus sobres, un peu plus... Vous, sobre, la sobriété. Ah oui, complètement dans la sobriété. Nous avons l'homme du Vespa TAP qui nous parle de sobriété. Vraiment. Oui, vous avez l'air de penser ou de dire que c'est incompatible. Non, j'ai pas été spécialement emballé par les armes gravées, je les ai trouvées très belles, évidemment, ce P9 gravé était de toute beauté. Même l'HK4, hein, il y avait deux HK4 gravés qui étaient splendides, mais vous aviez posé tout à l'heure la question avec quelle arme de ce musée je partirais. Ben, j'ai envie de dire le VP70. Oh. Oui, dans sa version... en l'occurrence, il y avait que la version militaire, donc celui-là, mais plutôt la version civile, en fait, le Z, dans l'idéal, mais en fait, oui, il y avait beaucoup d'armes intéressantes, magnifiques, en particulier les armes, les 98 d'export sud-américains, avec leur bois absolument splendide. Les bois tropicalisés, oui. Ça, c'était absolument magnifique, mais c'est pas des armes qui m'attirent dans l'absolu. Donc, si je devais faire un choix, je pense que ce serait ce VP70 qui m'a conquis lors du dernier essai, et même si je pense qu'il n'a aucun intérêt en tir automatique. Mais c'est vrai que chez vous, il y a une sorte de pattern. Globalement, plus une détente est atroce, plus cette arme a de valeur à vos yeux. Alors, la preuve, je vous arrête tout de suite. Une détente exécrable. Non, le 700 n'a pas une détente exécrable d'abord, c'est une détente pas facile, c'est ce qui en fait l'intérêt. Pas facile et exécrable. Non, elle est absolument pas exécrable. Il y a mieux, ça je veux bien le reconnaître, il n'y a pas de problème, mais c'est une très bonne détente de travail, et alors en l'occurrence, celle du VP70Z, elle est excellente. Non, je vous charrie, je suis d'accord que pour le travail, c'est un excellent outil décollage. Je parle même pas d'outil décollage. Et non pas les armes disciplinaires. Je parle même pas d'outil décollage dans le cas du VP70Z, la détente, elle est très bonne. Pour le DAO. Voilà, pour du DAO, elle est très bonne, parce qu'elle ne présente pas une des tares qu'on rencontre sur beaucoup de ces armes DAO, qui est une sensation physique lorsqu'on ramène le doigt après le tir en position avant, donc pour réarmer l'arme, enfin pour réarmer le mécanisme. Et là, en fait, dans beaucoup de modèles, il y a une sensation de trigger reset, un premier trigger reset, et si on a une culture du tir qui est autre que de la DAO pure, notamment du DAO de revolver, et ben c'est une quittance pour notre cerveau reptilien de ok, l'arme est de nouveau prête à tirer, je represse, et là on se retrouve avec une arme qui ne tire pas, parce qu'en réalité il faut attendre un deuxième
trigger reset pour pouvoir faire partir le coup. Donc le gros avantage de ce VP70, c'est qu'en fait on n'a pas cette fausse information. C'est une détente de revolver. Voilà. C'est pas la meilleure détente de revolver du monde, mais c'est une détente de revolver tout à fait acceptable. C'est pas très franchement, je la mettrais au-dessus de celle d'un SP101 d'usine, j'entends pas sans retravail. Donc moi je le trouve extrêmement dur ce sud. Oui, elle est un peu lourde, mais elle est franche, elle est lisible. D'ailleurs, les résultats de tir à 50 mètres étaient tout à fait acceptables. Dans les conditions de luminosité et malgré ce guidon qui est là pour le coup très particulier et qui demande un petit travail d'adaptation, je pense que moi je suis incapable de... Enfin, j'ai beaucoup de difficultés à mettre le focus dessus. Beaucoup de problèmes à accoutumer sur ce guidon négatif, si j'ose. Mais pour moi ça reste une arme intéressante, la prise en main est bonne. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Effectivement, c'est un percuteur lancé, et moi j'aime pas les percuteurs lancés, je préférerais qu'il y ait un chien, surtout que vu la hauteur de la culasse sur la main, je pense qu'on pourrait tout à fait envisager, enfin il y aurait la place de ranger un chien dans ce foutoir. Une chose à dire au sujet du VP70, qu'on ne lit que trop rarement. C'est un de ces pistolets dont la construction utilise tôle emboutie, avec des raccords, en tout cas à l'avant, certainement à l'arrière, qui ont été soudés. Donc c'est une pièce usinée soudée. Et ça, en fait, c'est finalement un héritage de ces toutes dernières armes fabriquées à la fin du conflit de la Seconde Guerre mondiale. Des armes produites par la plupart des grands fabricants. Une pièce qui aurait été très intéressante de présenter, mais qui n'était pas partie de la collection que nous avons vue aujourd'hui, c'est typiquement Mauser, je crois en 1943, avait déjà sorti un Mauser HSC en tôle. Et ça, c'est le début de toute une longue série d'expérimentations pour finalement se débarrasser de contraintes logistiques ou de stock d'acier en diminution. Et donc le VP70, qui est un Volkspistol, comme le nom le a suggéré, est un direct héritier de cette logique Mauser. C'est juste. On peut même dire que le P220 en est également l'héritier direct. Tout à fait. En particulier dans sa première génération. Ouais, absolument. Donc pour moi c'est une arme que je trouve intéressante, surtout son concept en version militaire, c'est-à-dire en version... c'est vraiment une arme de stay behind, une arme de résistant face à l'occupation soviétique. Une fois que les chars ont passé la Fulda Pass, il était assez clair que l'OTAN aurait eu du mal à empêcher l'occupation de l'Allemagne fédérale, et donc le VP70 aurait pu trouver vraiment une place historique dans le cadre de cette invasion hypothétique. En tout cas, il a trouvé une place dans votre cœur, je vois. Alors clairement, c'est laid, c'est vilain à en crever, le recul est pas... Je veux dire, c'est tout à fait acceptable, ça reste du 9 mm Parabellum, mais c'est une arme qui est assez lourde. Mais à cause du différentiel de masse entre la carcasse et la culasse, il y a un relèvement qui n'est pas négligeable, mais objectivement, pour moi, ce sont des défauts de détail. C'est une arme qui est... Il faudrait la tester un jour dans certains contextes à passer 200 mètres, et je suis certain que les résultats seraient là. Vu les résultats à 50 mètres, en tout cas, je pense qu'on peut extrapoler sur un tir à 200 mètres sans aucune difficulté. En fait, un des défauts de cette arme, c'est sa crosse, son mode rafale, en fait. C'est, à mon avis, l'erreur de casting, l'erreur de cahier des charges qui a été faite avec ce système, à vouloir faire un pistolet rafaleur, sachant qu'il n'y a aucun pistolet rafaleur correct qui existe sur le marché, à part peut-être le CZ61 Scorpion, qui, lui, a décidé de partir dans une direction très précise, en mettant tous les aspects techniques
imaginables dans cette direction. Donc le contrôle, donc ça veut dire le réducteur de cadence, le calibre mineur, donc le 7,65 court, et un format relativement gros pour le calibre qui lui permettent de travailler de manière efficace à courte distance. Tous les autres pistolets rafaleurs qu'on essaie de partir sur des calibres majeurs, on va dire, ou moins moyens, sont révélés des erreurs. Glock 18, Beretta 93, Stechkin sont des armes médiocres. Elles sont sympas, elles ont beaucoup de cachets, mais dans la pratique, elles n'ont jamais prouvé leur utilité dans quelque contexte que ce soit. Radio Berthoud, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites. Monsieur Sinaloa, vous avez l'air pris en faute, comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Non, mais en fait, la question avant de repartir là-dessus, Monsieur Sinaloa, avec quelle arme vous repartez? Alors je repars volontiers avec ce magnifique Mauser bolivien, avec le bois, visiblement un bois tropicalisé, un bois adapté à cette région-là. J'ai trouvé l'arme très esthétique. Ensuite, je partirai volontiers avec une G36, mais ça c'est le côté pervers. C'est mon côté kinky. D'accord, ça ne nous étonne pas. Monsieur Sinaloa, vous repartez avec quelle arme? Je vous déconseille de dire le G11, il n'y a pas de munitions. Je vous ai bien vu venir. Alors, d'abord, vous vous trompez parce que je possède 2 cartouches de G11 chez moi. Oui, mais une à blanc, ça permet de faire du bruit ça veut dire que vous pouvez tirer pendant 1/10 de seconde. C'est quand même assez frustrant. Ah, écoutez, moi j'hésite entre effectivement ce P9 gravé. Ça vous dirait bien. Son écran, C'est vraiment splendide. dans un holster en cuir tanker, ce serait parfait pour Une arme une de- soirée thaïlandaise. Une arme de statut et anticipation de l'achat dans un grand bureau en acajou massif. Je pense que dans le tiroir central, c'est une arme qui pose son homme, quoi. Mais à Non, défaut, mais ce que vous oubliez de dire, c'est que sur cette table en acajou, ce bureau en acajou, le buste de 50 cm de hauteur du président Mobutu Sese Seko Kukuwendu Zabanga pose déjà son homme. exactement. Et puis sur le buste, n'oublions pas le couvre-chef adapté, la toque léopard. Elle est sur votre tête, la tête léopard. Pardon? Elle sera sur votre tête, la toque léopard. Je peux la poser là, quand je ne porte pas. Oui, mais le buste aura déjà une toque. Ce sera un buste, la toque léopard sur la toque du buste. Moi, vous risquez de la déformer, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Très bien. Je prends note de conseil. Conseil avisé, qui avait grandi aux Zaïre. Non, sinon je prendrais volontiers, je prendrais le PSG1. C'est une arme qui est en fait suffisamment différente dans G3, avec des solutions techniques. Il a une enveloppe extérieure qui rappelle évidemment le G3, mais à l'intérieur, c'est quand même tout à fait admirable de voir que ils ont été en mesure, HK a été en mesure finalement d'atteindre un standard de précision qui est extrêmement élevé. Fort bien. Monsieur Pretoria, vous repartez avec quelle arme? En fait, moi je serais plutôt intéressé par repartir avec le set de l'évolution du 7 mai, respectivement du Guéret 06, le jeton de 45, jusqu'au G3. En réalité, ce serait de l'évolution. Vous êtes gourmand. Ah oui, absolument. Monsieur prend un 7 directement. Voilà, absolument. Au pire, je reviens plusieurs fois au musée, et puis je repars avec une. Plusieurs chaque fois. Précipitez-vous pour visiter ce musée, parce que bientôt il n'y aura plus rien à voir. Voilà. Après les visites de Monsieur Pretoria, en tout cas. Je rappelle que j'ai déjà pris le Guéret 06, hein, il n'était plus en vitrine. Ah, c'est donc ça. Ah oui, je comprends mieux. Monsieur Rangoon, C'est moi-même.
qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'insolite dans ce musée? Moi, ce qui m'a surpris, c'est l'alternance entre anecdotes passionnantes et punchlines, parce que faut dire que Monsieur W a un très très grand sens de l'humour. À propos de ces anecdotes, puisque vous parliez de ce VP70 de la carcasse est en plastique, puis c'est vrai que c'était une première, finalement, un premier pistolet fabriqué à grande échelle avec une carcasse en polymère. Monsieur W nous a raconté la visite lors d'une réunion dans les bureaux de Heckler & Koch de ni plus ni moins que Gaston Glock. Je savais pas du tout, mais il se trouve que Gaston Glock, je pense que ça se passait dans les années 70, Gaston Glock s'est présenté auprès des différents fabricants allemands en recherche d'un partenariat de finalement une entreprise qui pourrait fabriquer en série son design. Et HK a tout simplement refusé l'offre, n'était pas intéressé, peut-être un projet trop novateur pour l'époque. Provenant de quelqu'un d'ailleurs dont le nom n'évoquait rien dans le domaine armé. Mais c'est intéressant aussi de voir que Gaston Glock a apparemment également toqué aux portes de Walter, de Sig Sauer, au nord de l'Allemagne, et que les deux autres entreprises ont également refusé son offre. Évidemment, on est toujours plus intelligent après coup, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer finalement que si le Glock eût été une arme produite par HK, le monde, en tout cas, des armes de service dans les holsters des policiers au travers le monde occidental, du moins, aurait été complètement différent. Pour faire l'avocat du diable, parce qu'on parle d'HK dans ce cas-là, oui. Peut-être nous devrions rajouter que si effectivement le Glock avait été produit par Heckler & Koch, on aurait pu imaginer un Glock avec une pédale à l'avant, comme un P7. Ça serait pu être tout à fait remarquable. Remarquable complexité et de... Je suis pas certain que c'était dans le projet. Mais pour justement faire l'avocat du diable, c'est-à-dire Heckler & Koch, je pense qu'ils avaient peut-être été échaudés par l'échec dramatique du EP70. Lorsqu'ils ont vu débarquer ce machin, ils se sont dit c'est quoi ce pistolet du peuple, ça va jamais marcher. Parce qu'avec nous, ça a échoué. Voilà, et ça on entend finalement assez souvent dans les grands concerns, respectivement les conglomérats, etc. On peut venir avec des choses qui sont novatrices et on entend souvent « Ah bah oui, mais on l'a déjà essayé ». Alors, il y a parfois, il faut remettre en perspective, il y a parfois, on a déjà essayé avec des matériaux différents ou à un timing qui est différent, etc. Rien n'empêche de combiner les savoir-faire ou respectivement les retours d'expérience d'avant et voir si ça ne peut pas simplement prendre maintenant parce que l'ancien produit ou les anciennes recherches étaient trop en avance sur leur temps par rapport à ce que connaissait le marché et ce qu'il en attend. Alors moi ça me semble clair, si HK avait sorti le VP70 en 1987, ils auraient fait un carton. C'est très clair, ces armes auraient été vraiment adaptées au marché, carcasse polymère, haute capacité, puisqu'il y avait quand même 18 coups dans le magasin, DAO, puisque la DAO, il y a eu une époque dans le monde où la DAO était à la mode. Il ne faut jamais l'oublier. Cette période de transition dans les polices américaines en particulier, mais aussi en France, dans quelques pays européens, du revolver vers le pistolet semi-automatique ne s'est pas faite sans douleur. Parce que les gens sont passés d'une détente longue et relativement lourde à des détentes extrêmement courtes et relativement légères. L'apprentissage des 4 règles de sécurité s'est fait dans le sang, la sueur et les larmes. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, une des solutions de transition, ça a été l'introduction de variantes DAO chez Sig Sauer, chez Beretta, chez la plupart des fabricants. Alors, est-ce que le projet était conçu de manière intelligente? On le voit, la plupart des détentes DAO qui sont proposées sur le marché ne sont pas incroyables. Elles ont leurs défauts en tout cas, même si moi je les apprécie énormément. Du moins, elles n'ont pas la rigueur d'une détente DA d'un couple DA-SA. Couple DA-SA qui a beaucoup de défauts, en particulier au niveau de l'apprentissage et de la rétention, de la qualité du travail sur la détente. Mais c'est encore un autre problème. Monsieur Sinaloa, oui, encore vous.
Qu'est-ce que vous avez trouvé d'insolite? C'est des PM que j'avais jamais vus ni en ligne, ni dans d'autres musées, ni dans d'autres collections. Bon, je pense qu'ils ont été produits genre à 300 exemplaires, vu leur succès. Vous leur trouviez un look un peu italien des années C'est 70. juste. Moi, on m'aurait montré la photo sans me donner aucun contexte, j'aurais dit c'est d'un Francky. Tout à fait. C'est clair et net, un truc improbable, un peu nul, mais qui a eu le mérite d'exister. J'aurais jamais dit. C'est un peu comme les pistolets mitrailleurs Walter qui sont un peu oubliés aujourd'hui. Les MPL et NPK. Exactement, qui ont été complètement. Le SIG MP 400. Non, 510. 410, 310. Le 310, voilà. Qui, pareil, est complètement oublié aujourd'hui. Alors que c'était plutôt, pour sa génération, un bon pistolet mitrailleur. Cadence de tir assez élevée, hein. On est aux alentours de 900 coups minute. En tout cas, très très difficile de faire du coup par coup, même avec un relâchement de la détente, enfin de la queue de détente rapide. Typiquement, on envoie d'une rafale de 2 coups, quoi. Donc, après, on peut saluer la composante. Le 310 est une tentative de pistolet mitrailleur finalement assez simplifié au regard des standards de qualité helvétiques. Mais effectivement, ça n'a pas trouvé son public. C'est une pièce qui reste quand même absolument digne d'intérêt, puisqu'elle a des fonctions assez intéressantes de repliement du magasin, tel qu'on peut le trouver sur la MAT 49 et sur certains pistolets mitrailleurs de cette génération. Je remarque tout de même qu'il y a un éléphant dans la pièce. Nous avons réussi jusqu'à présent à complètement ignorer. Chut, ne le dites pas ce mot. Nous ne parlons jamais de cette chose. Jamais. Ça est correct. Nos auditeurs auront compris de quel. Non. Taisez-vous, c'est le mot qu'il ne faut pas prononcer. On a cité le Walter MPK. Il était encore l'acronyme, mais on n'est toujours pas là, quoi. L'acronyme L'acronyme aux 3 lettres, mais il n'est toujours pas aligné sur celui qui compte par F, ni par K. Il n'aime pas les cocos, Rico. Ça a été sur le MP310 et vous allez nous expliquer maintenant quelle est l'arme ou la chose qui vous a intrigué, qui vous a surprise, qui vous a trouvé insolite. Alors, le point insolite, c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais que j'ai pour l'instant jamais vu en vrai. C'est dans la catégorie des armes à silex. C'est un pistolet testeur de poudre qui en fait avait pour fonction de tester justement, comme son nom l'indique, la qualité de la poudre et respectivement sa vivacité. Parce qu'à l'époque, le processus de fabrication, notamment à grande échelle, n'était pas tellement sous contrôle. Et en fait, il n'était pas rare d'avoir des pièces d'artillerie, pour beaucoup, qui étaient en fait détruites à cause de variations très importantes de la vivacité. Et en fait, il y avait la même problématique avec les armes à feu portatives, et cette arme-ci servait en fait au sein de la troupe pour tester la poudre avant de la distribuer. Donc j'ai trouvé ça assez insolite, puisque, encore une fois, c'est un petit peu comme les outils russes qui utilisent des cartouches propulsives de 7,62-39 pour faire des missions utilitaires. Là, en fait, il s'agit d'une arme-outil qui vise à tester la qualité de la poudre. D'accord. Moi, alors, j'ai pas eu de surprise. Mon insolite est relativement banal. C'est la version modernisée de l'HSC de pistolet Mauser, qui doit s'appeler de mémoire le HSC 84,
et qui est une version extrêmement laide en fait de la HSC qui tire un peu sur l'HK4, mais c'est des lampes de poche assez pas inintéressantes, à mon avis, qui étaient complètement obsolètes dès sa sortie, vu que ça avait l'air d'être essentiellement des modifications cosmétiques, mais j'avoue que j'ignorais l'existence de cette arme. C'est à peu près tout. Radio Berthoud, 102.6 en modulation de fréquence. Et en podcast sous vos applications de balado-diffusion préférées. Я провожу тебя до лифта и обниму. Я твоей матери не нравлюсь, по-моему. Voilà, je crois que nous avons fait à peu près le tour de cette visite de musée. Nous avons pris une fois de plus, je pense que je peux dire que nous avons tous ici beaucoup de plaisir pour finalement un voyage relativement court. On est à 2 heures des frontières et dans un univers assez étonnant. Une fois de plus, la réception fut excellente, les gens sont sympathiques et on se retrouve dans un univers culturel pour qui aime les armes à feu extrêmement intense. J'ai visité plusieurs musées militaires ou plusieurs musées dans lesquels il y avait des collections d'armes à feu, mais celui-là m'a particulièrement... Je pense que le fait d'avoir eu Monsieur W à disposition, qui nous a accueillis et nous a développé ces petites anecdotes et remarques des fois assez acides, comme celle sur le fait que HK s'était décidé à faire son AR-15 comme tout le monde, mais que ce qui comptait vraiment sur l'AR-15 c'était la présence des rails, le plus de rails possible. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais envie de lui donner la carte du club parce que c'était un homme selon notre cœur, j'ai envie de dire. Extraordinaire, mais pertinent. Je dirais que pour ma part, je dirais que ce que cette visite a aussi apporté pour ma culture générale, c'est en fait de réaliser que Mauser n'est pas dans l'après-guerre, n'est pas qu'un fabricant d'armes de chasse, comme j'ai aussi tendance par raccourci à l'imaginer, qu'il y a eu toutes sortes de tentatives de cette entreprise de se raccrocher à des contrats comment on appelle ça ? Militaire. À des contrats de police, par exemple, en produisant un pistolet 9 mm qui s'appelait le HSP, qui disposait d'un Dick Hawker, qui est en quelque sorte une version 9 para, donc une version XL du HSC, mis au goût du jour, surtout adapté aux besoins des années, du policier des années 70, à une formation de tir moderne. Et je pense que autant dans le giron de Bandorf-Amnecker, il est assez clair que Heckler & Koch est devenu le fournisseur pour toutes les questions militaires ou de police. Autant on omet parfois de se rappeler que Mauser a tout de même eu des contrats. Il y avait par exemple ce très joli SP-66, qui est en fait une version militaire de la carabine de chasse Mauser 66, très classique et très belle d'ailleurs. Carabine de chasse à culasse télescopique. Et c'est un fusil de précision qui servait dans les forces de défense israéliennes, par exemple. Et on oublie parfois que Mauser a eu, en tout cas, la prétention et les projets de continuer à rester actif sur ce type de marché. Monsieur Signaloa, rien d'intelligent ? Alors toujours quelque chose d'intelligent. Peut-être pour conclure, pour ma part, j'ai aussi trouvé extrêmement intéressant ce système d'alimentation de haute capacité, entre guillemets, pour les premiers Mauser à verrou. Maintenant, je ne sais plus quel était le fusil. Est-ce que c'était le Mauser 71 avec un système d'alimentation par gravité, oui. Oui. Ça, j'ai trouvé cet objet surprenant. Par contre, je ne sais pas si déjà à cette époque il y avait des cartouches en métal, en
les temps. Bien sûr. Oui, mais ça venait d'être mis au point en fait. Donc pas question de faire tomber des cartouches en papier par ruralité dans le... D'accord, j'avais juste... Ouais. Non, ce On sera pourra couper ça en montage, mais ouais. Non, on va montrer le monde entier. Ma débilité. Oui. Non, mine de rien, il y a quand même énormément d'informations. Et là, en fait, sur le Mauser 71, en fait, sans vouloir refaire tout le descriptif, il y avait la tentative antérieure qui est issue d'un partenariat avec un Américain qui a été un échec. Puis ensuite, on voit étalé sur une dizaine d'années l'évolution des tests, des prototypes, etc. C'est très très difficile de résumer en une seule phrase et comme dit, on a eu 3 heures finalement assez denses. Donc c'est clair que là maintenant on débriefe encore à chaud, mais on voit quand même déjà que les sourires commencent à être moins précis et il va falloir en fait dormir dessus pour reclasser le tout. Donc, mais il y a aussi cette composante-ci de l'époque héroïque qui sur une cinquantaine d'années, peut-être moi même un peu moins, une trentaine d'années, a vu l'évolution du fusil à percussion à chargement par la bouche le fusil à verrou utilisant une cartouche métallique, les projectiles des types baldés pour les Français ou les Spitz. Donc là, on se retrouve avec des armes qui tirent jusqu'à 1000 mètres sans aucun problème. Alors qu'avant, tirer à 200 mètres avec un mousquet, on pouvait tenir une grange à environ 200 mètres. Quoi. Plutôt que de vous dire juste merci, et merci à M. Rangoon d'avoir organisé ce voyage. C'était un plaisir, ça. Ce fut une excellente idée, c'est très très bien. Et une fois de plus, c'est un succès, je ne vais pas dire indépassable, mais qui va nous propulser vers d'autres rencontres, d'autres visites que j'espère tout aussi passionnantes. Merci à vous d'avoir participé à ce nouvel épisode. Quant à nos auditeurs, je les remercie de nous écouter jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous en trouvez l'intérêt.